Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour le grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Et c'est un immense soulagement pour les acteurs de la protection de l'enfance comme pour les victimes. La Ciivise est reconduite jusqu'en octobre 2026. Mais au-delà de la satisfaction, quels sont maintenant les défis qui attendent cette commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants? On en parle avec notre invité en première partie d'émission. Imaginez ensuite un lieu où des personnes âgées et des jeunes de l'aide sociale à l'enfance vivent ensemble au quotidien. C'est le pari un peu fou, c'est vrai, de l'association Live au cœur de la Corrèze. Nous allons recevoir notamment sa directrice générale pour découvrir cet espace de vie et d'accueil d'un nouveau genre. Mais juste avant, bien sûr, toute l'actualité de l'éducation très dense. Aujourd'hui, on fait le point avec notre journaliste Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. On débute ce journal avec ce conseil de défense à l'Élysée ce mercredi. À l'ordre du jour, un gros sujet sur le rapport sur l'entrisme des frères musulmans en France. Un rapport qui alerte contre, je cite, une menace pour la cohésion nationale avec le développement d'un islamisme par le bas au niveau des municipalités. Un document explosif, voilà comment on le qualifie du côté du ministère de l'Intérieur. Écoutez Bruno Retailleau. Dans ce rapport, il est établi que clairement, cet entrisme islamiste est une menace désormais à la fois pour la République, pour nos principes républicains, mais aussi pour notre cohésion nationale. L'enquête menée par un préfet et un ex-ambassadeur ne date pas d'hier. C'est l'ex-locataire de Beauvau, Gérald Darmanin, qui l'avait commandée en mars 2024. Elle avait été interrompue par la dissolution de l'Assemblée et donc reprise par Bruno Retailleau, le ministre qui dénonce depuis longtemps déjà les agissements de ce mouvement né en 1928 en Égypte. Et ce rapport lui donne visiblement raison. Selon les chiffres issus de ce document, 139 lieux de culte musulmans sont liés aux frères musulmans. Ils représentent 7% des 2800 au total. Et plus inquiétant encore, les éléments réunis font toutefois état de 280 associations rattachées à la mouvance, opérant dans une multitude de secteurs, encadrant la vie du musulman, cultuel, mais également caritatif, scolaire, professionnel, jeunesse ou encore financier. Les frères musulmans ont-ils infiltré notre école? Là encore, le constat est sans appel. 21 établissements étaient identifiés comme liés à la mouvance frériste, 18 directement et 3 réputés proches, et qui accueillent un total de 4200 élèves pour l'année en cours. L'Élysée doit agir et rappelle qu'il a déjà agi. 9537 opérations de contrôle ont été menées sous la présidence d'Emmanuel Macron pour 741 établissements, que ce soit scolaires, associatifs, culturels ou encore des épiceries, qui ont été fermés de manière temporaire ou définitive. Et dans la continuité de ce conseil de défense, Gabriel Attal a proposé ces mesures contre l'islamisme politique. Oui, comme pour Gérald Darmanin à l'époque, le rapport avait été commandé lorsque Gabriel Attal était à Matignon, mais l'ancien Premier ministre a décidé d'avancer ses propres mesures à présent. Notamment, il souhaite d'abord interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans, créer également un délit de contrainte au port du voile contre les parents qui forceraient leurs filles mineures à le porter, et renforcer la lutte contre le séparatisme avec une deuxième loi après celle de 2021. Sur le premier point, d'abord avancé par Gabriel Attal, l'interdiction du port du voile avant 15 ans. Pour l'ex-député LFI François Ruffin, c'est simple, cette proposition est contre-productive. Est-ce que, d'abord, M. Gabriel Attal, il va dire la même chose sur la kippa? Parce qu'il dit là, le voile, finalement, il est imposé aux jeunes et c'est pas choisi. Mais moi, j'ai été baptisé à 6 mois. Est-ce qu'on va interdire le baptême? Vous voyez, bon, parce que c'est imposé. Bon, donc ça pose des questions. Mais je pense que l'opportunisme... Et vous voyez bien la question du voile je pense dans le débat public. que l'opportunisme de Gabriel Attal sur ces questions-là... fait pour moi le jeu des islamistes. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport. Le rapport est de dire, attention, il y a un sentiment d'islamophobie, même d'une islamophobie d'État, et que la religion musulmane, les croyants, les pratiquants ne sont pas traités à égalité, mais sont traités à part, avec des lois à part. Et là, ce que fait précisément Gabriel Attal, c'est ça. Je le dis, pour moi, dans ces pratiques, c'est une alliance objective avec les islamistes qui veulent séparer les musulmans de la République. Sur la deuxième proposition portée par Gabriel Attal, la création d'un délit de contrainte au port du voile contre les parents qui forceraient leurs filles mineures à le porter. Qu'en pensent les principales concernées, les mineurs de religion musulmane? RMC leur a tendu le micro. Écoutez les témoignages d'Aïssata Amira et Maïssan.
C'est un choix qui a été fait purement par conviction religieuse. Je me suis dit, j'ai envie de me rapprocher de ma religion. J'ai un entourage religieux, toute ma famille religieuse. On m'a pas influencé, on m'a jamais parlé de ça. C'est de moi-même que je m'y suis intéressée. Franchement, j'aurais été très triste qu'on interdise de le porter avant. Je trouve ça nul. Au début, ils appréhendaient un peu. Ils m'en ont pas forcément conseillé. Avec tous les clichés qu'il y a dessus, la faute est souvent sur les parents quand les enfants jeunes le mettent. Du coup, eux, ils voulaient pas vraiment que ça retombe sur eux en quelque sorte. Ça serait bête de les punir alors que c'est notre choix et pas celui de nos parents en fait. Si elle veut pas se voiler, elle se voile pas. C'est-à-dire oui, ça devrait être pénalisé. Après, vraiment creuser l'enquête. C'est pas parce que vous voyez une fille de 13 ans porter le voile qu'elle a été forcée alors que c'est de son plein gré. Et puis plus généralement pour Jean-François Copé qui avait combattu à l'époque un autre voile il y a quelques années. Ces mesures proposées par Gabriel Attal n'ont pas lieu d'être. C'est un faux débat pour l'ancien président de l'UMP. Vous connaissez ma position là-dessus. Je suis celui qui a fait une loi d'interdiction de la burqa en France, mais la burqa, c'est le masque intégral, c'est-à-dire le déni d'identité pour les femmes, voilà, tel qu'on peut le voir malheureusement dans certains pays. Mais je pense que l'idée de dire on va interdire le voile dans l'espace public, c'est pour un les combat moins de 15 ans. Oui, mais c'est un combat qui en fait est pas vraiment réaliste. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce combat, peut-être on aurait pu le mener il y a 25 ans ou 30 ans, mais c'est trop tard. Mais c'est pas ce point-là. Mais non, mais ce qui moi m'importe. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne? Une police du vêtement qui viendrait Non, mais c'est surtout qu'à partir, on a sanctuarisé des lieux par la loi. On l'a fait, notamment l'école, les administrations publiques, etc. Moi, je préfère qu'on concentre notre énergie sur l'idée d'avoir d'un côté la plus grande fermeté face à des comportements d'entrisme. J'entends parler de ce qui se passe dans des salles de sport, dans des auto-écoles, tout ça. C'est une chose, mais de l'autre, avoir vis-à-vis des musulmans un discours en disant « mais attendez, vous êtes français, vous êtes citoyen, vous êtes protégé, n'acceptez pas ce discours victimaire. Venez, vous aussi, dire ouvertement que ce n'est pas ce que vous voulez dans le vivre ensemble français. » Voilà pour le combat qu'avait porté Jean-François Copé contre la burqa et du coup l'ensemble de ces mesures proposées par Gabriel Attal et les commentaires qu'elles suscitent déjà. On va en reparler sans aucun doute puisque l'ex-premier ministre et ministre de l'Éducation nationale tiendra d'ailleurs une convention lundi prochain au sein de son parti Renaissance. Autre sujet avec ce cri d'alerte lancé par les chefs d'établissement face à une hausse inquiétante des incivilités et des comportements violents dans les établissements scolaires. Les conseils de discipline se multiplient partout en France. Des propos antisémites, des contestations de la laïcité, des armes blanches dans les cartables, mais surtout du harcèlement et des comportements inadaptés dus à des problèmes psychologiques. Voilà toutes les problématiques que rencontrent les chefs d'établissement en France, des manquements qui entraînent donc de plus en plus de conseils de discipline. Bérangère Boquillon a rencontré certains directeurs de collèges et lycées pour RMC. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, un proviseur se souvient de 3 conseils de discipline en 5 ans. Son successeur, lui, en a fait 6, rien que cette année. Aujourd'hui, l'ancien proviseur dirige une cité scolaire de 700 élèves, toujours dans le même département. Il en est à 14 conseils de discipline cette année, avec à l'arrivée 13 exclusions définitives. Même chose dans l'académie de Nice, où un autre proviseur a multiplié par 2 le nombre de conseils de discipline dans son lycée comparé aux années passées. Un autre principal de collège dans le Calvados se souvient de son côté qu'il pouvait solliciter la police il y a quelques années pour des interventions de prévention dans son collège, mais je le cite, aujourd'hui ils n'ont plus le temps, eux non plus, autant de conseils de discipline que de casse-tête pour les chefs d'établissement. Mais pour Stéphane Erard du syndicat de directeurs d'établissement SNPDEN, s'il y a de plus en plus de conseils de discipline, c'est aussi qu'on ne met plus la poussière sous le tapis. Donc c'est un peu une bonne chose. Il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Exactement. Allez, on va maintenant parler des professeurs avec cette question pour le moins intéressante. Et si l'intelligence artificielle venait à corriger les copies de vos enfants? Il y a une expérimentation en ce moment et c'est à l'Académie de Lyon. Et tout cela à l'approche des épreuves de fin d'année. Qui dit brevet et baccalauréat dit aussi des millions de copies à corriger. Et à Lyon, donc, on s'interroge sur l'assistance de l'intelligence artificielle dans cet exercice. Thibaut Hayet est professeur de lettres et interlocuteur académique pour le numérique. Il a comparé l'an dernier la correction de 7 copies de l'épreuve de français du brevet par ChatGPT avec celle de 7 professeurs différents et le résultat est très proche de la réalité. Je vais donner à l'intelligence artificielle le corrigé officiel avec un barème associé. C'est de l'ordre d'une dizaine de secondes pour avoir une copie corrigée. Donc, ce qui est un temps phénoménal. Deuxième chose, l'application du barème. C'était très cohérent. C'était vraiment extraordinaire, pourrais-je dire. Alors les superlatifs ne manquent pas, mais attention, l'intelligence artificielle n'est pas infaillible. Sur certaines copies, le professeur a constaté un écart de 7 points parfois entre la correction humaine et celle de ChatGPT.
Il y a eu plus de difficultés sur l'exercice de dictée. Par exemple, les fenêtres. Il va y avoir l'accent circonflexe qui va être oublié par l'élève. Elle est capable de catégoriser cette erreur comme une erreur grammaticale alors que ça va être une erreur lexicale, par exemple. Et donc, ne pas appliquer le bon barème de points. Le regard a posteriori de la correction par l'enseignant me semble vraiment important. Alors combien de temps avant d'avoir des outils pleinement performants dans ce domaine? D'ici quelques années, 3 ans tout au plus, selon Thibaut Hayet, avec une importance selon lui que ces outils viennent de sociétés françaises pour éviter toute fuite de données vers l'étranger. Et de l'intelligence artificielle aux réseaux sociaux, il n'y a qu'un pas. On va justement parler de TikTok puisque depuis 2 mois, plusieurs députés français auditionnent des spécialistes et des témoins pour comprendre le fonctionnement de ce fameux algorithme de cette plateforme chinoise, évaluer ses effets psychologiques sur les enfants et les adolescents. On a les premiers enseignements de cette commission d'enquête parlementaire. Oui, parmi les témoignages recueillis, celui du psychologue Michael Stora, toujours très écouté sur ces questions. Il est le cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Voilà comment il expliquait le fonctionnement de l'application face aux députés de la commission. À chaque petite vidéo, il y a une décharge de dopamine dont la vocation est d'être l'hormone de la récompense. Mais lorsque vous éteignez votre téléphone, vous vous retrouvez face au monde tel qu'il est et vous n'en avez quasiment aucune. La capacité de la personne à supporter le monde tel qu'il est peut être altérée, de même que son moral. Une analyse simple mais crue, assez factuelle aussi de la situation, mais pour l'heure, aucun consensus scientifique pour affirmer que les réseaux sociaux dégradent la santé mentale des plus jeunes. En revanche, les professionnels de santé s'accordent sur une chose: TikTok accentue certaines fragilités déjà présentes chez les plus jeunes. Et ça, les parlementaires l'ont entendu de la bouche d'Arnaud. Il est le père de famille qui a perdu sa fille Pénélope en février 2024. L'adolescente s'est suicidée après des recherches sur TikTok pour surmonter ses troubles alimentaires. TikTok ne lui a jamais proposé de solution, dit-il. TikTok lui a simplement offert un miroir sombre dans lequel sa douleur se reflétait. Elle tombait sur des témoignages de jeunes en souffrance, comme elle, qui banalisaient l'acte de se faire du mal, y compris le suicide. Des vidéos expliquaient chronologiquement le temps nécessaire avant de perdre connaissance. L'algorithme de TikTok est bien plus fort que nous, les parents, plus fort que l'accompagnement que l'on pourrait donner à nos enfants. Et il creusait le trou dans lequel Pénélope tombait. Sur ce sujet, comme sur celui de la modération, le réseau social est pointé du doigt pour son laxisme, alors que des règlements existent. C'est le cas à l'échelle européenne avec le Digital Service Act. Des amendes peuvent notamment être infligées si les réseaux sociaux qui ne régulent pas suffisamment certains contenus. Mais aux yeux de la députée Ensemble, Laure Miller, rapporteure de cette commission d'enquête parlementaire, ces mesures sont insuffisantes. Ces plateformes sont condamnées à des amendes qu'elles payent. Et ça ne le fait pas pour autant changer de modèle. Jusqu'où faut-il aller pour leur faire entendre raison? Nous n'avons pas trouvé la clé pour l'instant. La clé, elle viendra peut-être, on l'espère, d'un électrochoc chez TikTok ou de sanctions encore plus sévères. Les dirigeants du réseau social seront auditionnés par cette commission d'enquête, mais aucune date pour le moment n'est avancée. Ça ne vous a pas échappé, nous sommes mercredi. Qui dit mercredi dit sortie cinéma. Alors aujourd'hui, les amis, il y a surtout Mission Impossible avec le grand Tom Cruise. Bien sûr, le dernier épisode de la saga avec Tom Cruise, mais il y a aussi un film en live action. Vous allez comprendre ce que ça veut dire, c'est Lilo et Stitch. Ouais, Stitch qui fait son grand retour au cinéma 23 ans après la sortie du film d'animation. On est donc cette fois sur un live action et est toujours accompagné de sa petite terrienne préférée. C'est Lilo et Stitch. Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Où est-il? Il s'est évadé. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Il a pris le rouge. Quelle affreuse planète as-tu dans le collimateur? Une étoile filante. J'aimerais avoir un ami. Un meilleur ami. C'est quoi ça? Il est trop mignon et doudou. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. Descends de là. Non. Il est insupportable. Hé, qu'est-ce que tu fais? Pas de chien à table. T'es sûr que c'est un chien? Ouais. Paf. Bon alors c'est la grande mode des live action movies. On avait le Roi Lion
qui était très bien. Oui. On a eu Blanche-Neige, qui n'était pas bien du tout. Ne le regardez pas, ça sert à rien. Là, ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. Et vous avez vu, il est très remuant, ce Stitch. On ne l'avait pas oublié. Il fait des dégâts de partout. Alors évidemment, ça fait rire les enfants qui s'en inspirent. J'aime bien Stitch, il fait beaucoup de bêtises et tout, et ça fait marrant. Je l'aime bien. C'est un alien, il s'était échappé d'une prison pour aller vivre sur Terre. J'adore les extraterrestres et les chiens et les chats. J'ai un chat qui s'appelle Lilo. Voilà, mais ça n'est pas du goût de tous, et surtout pas des adultes. Nani, par exemple, la tutrice de Lilo, elle serait plutôt d'avis de ne pas le garder. Et vous savez ce qu'on dit, Loïc? Vous savez ce que disait Stitch dans le film? Je suis pas très spécialiste. Ohana veut dire famille, et famille veut dire qu'on ne peut pas être abandonné ni oublié. Lilo et Stitch, c'est donc en salle dès aujourd'hui. Et donc, il y a de belles valeurs autour de la famille et de l'amitié. Merci beaucoup, Adrien. Je vous le disais en tout début d'émission, la Ciivise est donc reconduite jusqu'en octobre 2026. Rappelons que cette commission indépendante est chargée de conseiller le gouvernement sur la lutte contre la pédocriminalité. Et elle a d'ores et déjà fort à faire avec l'affaire Betaram, les abus dans les pensionnats ou sur les enfants placés. On va en parler tout de suite. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Franck Burbage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, copilote du projet de programme Éducation à la sexualité au Conseil supérieur des programmes et membre donc de la Ciivise. Peut-être une réaction sur cette reconduction jusqu'en octobre 2026. Il semblait un peu aberrant qu'elle ne soit pas reconduite. C'est une décision heureuse. Elle ouvre une année de travail supplémentaire avec de beaux chantiers. On va pouvoir préciser les choses. Ça pose aussi la question à venir de la pérennisation, au-delà de cette année supplémentaire. Quid d'une institution telle que la Ciivise qui serait chargée en quelque sorte de la vigilance dans notre pays sur ces questions-là. Oui, parce qu'il ne faut évidemment pas le cacher aux téléspectateurs qui l'ont forcément vu dans les médias. Il y a eu une crise de gouvernance à la fin 2023 à la tête de la Ciivise qui a du coup un petit peu retardé cette reconduction ainsi que la continuité des travaux. Comment allez-vous faire aujourd'hui pour ne plus que ça se reproduise et pour que cette institution, comme vous le dites, soit pérennisée ad vitam aeternam ou presque? Écoute, je pense que en fait, la solution a déjà été trouvée. D'abord, il y a eu crise de gouvernance sans doute, mais néanmoins, la Ciivise, entre 2020 et 2023, elle a recueilli des milliers de témoignages, ça n'avait jamais été fait, qui sont aujourd'hui devenus des archives. C'est très important aussi pour la recherche et pour la reconnaissance de la parole des victimes, pour le devenir public en quelque sorte. Et puis, elle a fait un rapport de grande ampleur à l'automne 23 avec 82 préconisations et la crise de gouvernance, je dirais, a été surmontée par l'établissement d'un collège directeur. Aujourd'hui, vous voyez, la direction s'est élargie. On sait bien que les gouvernements un peu trop restreints ont parfois des problèmes à être reconnus et voilà, peut-être des tendances un peu autoritaires. Mais là, justement, donc la question, je dirais, n'est pas à venir. Comment allons-nous régler ça? La question est déjà réglée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Ciivise est au travail et elle va le rester pour une année supplémentaire. Justement, le travail, vous y êtes avec cette affaire Betaram dont tout le monde parle. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chantier là, aujourd'hui? La renaissance vraiment de la Ciivise, c'était avril dernier, me semble-t-il. Vous êtes donc au travail, mais sur quel spectre? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois les préconisations de l'automne 23 qu'il faut suivre. Et qu'il faut mettre en œuvre. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on les met toutes en œuvre? Est-ce qu'il y en a qui sont prioritaires? Et ça a été demandé par le gouvernement quand il a reconduit la Ciivise, et a fortiori quand il a reconduit la reconduction. Il faut voir s'il y en a qui sont déjà... qui ont, par exemple, dans les préconisations, il y avait le carnet de santé, l'introduction d'une ligne violence sexuelle dans le carnet de santé des élèves. Il y avait prévu une visite médicale dans le primaire, et tout ça, c'est fait. Donc il faut faire le tri. Il y avait un programme d'éducation à la sexualité, c'est fait. Donc qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas encore fait? Par exemple, la présence d'un avocat spécialisé lors de l'ouverture de toutes les procédures impliquant les jeunes dans une hypothèse de violence sexuelle ou incestueuse, ça n'est pas encore fait. Donc il y a le travail sur les préconisations, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des demandes qui ont été apportées à la Ciivise d'approfondir certaines questions. Par exemple, la question du handicap.
puisqu'on sait que les jeunes qui sont handicapés, ils sont surexposés en quelque sorte, en tant que victimes de violences sexuelles et d'inceste. Il y a une demande aussi sur les territoires d'outre-mer, qui ont leurs problèmes spécifiques, on est au travail là-dessus. Et puis il y a, je dirais, l'autosaisine de la Civis, qui est une commission indépendante, qui peut tout à fait décider qu'elle a ses propres priorités et propositions, et notamment elle travaille sur la question de la formation. Ça, c'est extrêmement important. Donner des modules de formation à la fois pour le grand public, pour tout le monde, et puis aussi pour des instances plus spécialisées, pour les personnels qui sont en responsabilité du contact avec les jeunes. Il y a tout un pôle de travail autour de la pédocybercriminalité, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un des lieux d'exposition énorme. Il faut 1 minute pour un jeune qui est sur les réseaux pour qu'il devienne l'objet une cible d'une proposition problématique. Et puis, il y a tout un travail en ce moment de rencontre avec les jeunes gens, de deux manières. Il y a un groupe miroir, c'est-à-dire un groupe de jeunes adolescents, une quinzaine, qui viennent travailler avec la Civis pour faire des propositions. Et puis il y a des ateliers réflexifs, c'est-à-dire que la Civis se déplace en milieu scolaire, en milieu parascolaire, dans les centres sociaux pour prendre la mesure de ce que les jeunes gens ont à nous dire sur ces questions-là, quels sont leurs besoins. L'hypothèse étant faite qu'un de nos problèmes, c'est que nous sommes une société d'adultes et que le problème d'une société d'adultes, c'est qu'elle a du mal à se mettre à écouter les enfants. À l'écoute des enfants qui ont leur intelligence, leur sensibilité et qui sont quand même des jeunes citoyens et citoyennes en herbe que nous aurions intérêt à écouter davantage. Alors, vous nous dites effectivement tous ces chantiers qui vous attendent et même sur lesquels vous êtes déjà en train de travailler. Et on ne peut pas s'empêcher de se poser la question entre la famille, l'école, la religion. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une faillite de l'État depuis 30, 50 ans qui nous amène à cette situation ? Écoutez, moi je pense que c'est une faillite collective. L'État a ses responsabilités. Mais moi, je dirais, le peuple que nous sommes ou que nous essayons d'être a aussi ses responsabilités. Quand on fait une enquête aujourd'hui, une enquête de conscientisation auprès de... Est-ce que vous êtes informés ? Eh ben, les gens ont tendance à répondre mais oui, très bien. Et en réalité, et quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que non, pas du tout. On s'aperçoit aussi que plutôt que d'aller, je dirais, lire des sources d'informations véridiques, il y a beaucoup de gens qui sont sur des réseaux sociaux. Oui, tout le monde va sur TikTok où il y a tout et n'importe quoi qui circule. Surtout n'importe quoi. Sans doute que l'État, lui aussi, a tardé et qu'un certain nombre de grandes institutions, je pense à la police, je pense à la justice, je pense à l'éducation nationale, je pense aussi à la médecine, parce que la question du signalement, par exemple, par les médecins est loin d'être réglée. On s'aperçoit qu'il y a très peu de signalement, et il faut se demander pourquoi de la part des médecins. C'est d'ailleurs dans les préconisations de la Civis, il y a ce point-là de réflexion. Donc, faillite, oui. Heureusement, je pense qu'on n'en est plus au moment de la faillite. On apporte les solutions. On a d'une certaine manière déclaré faillite, et puis on essaye, mais on est quand même vraiment loin du compte. À la Civis, nous restons tout de même très inquiets. Ouais. Quand on voit la difficulté du sujet et puis l'inertie. Mais parce que justement, vous avez appelé, je vous cite, à instaurer une culture de la vigilance dans l'éducation nationale. Et moi, en tant que papa, qui ai des enfants dans l'éducation nationale, ça peut me choquer un peu dans le sens où j'avais l'impression que c'était déjà le cas. Et non, c'est un peu ce que vous avez l'air de dire. Alors, il y a eu des évolutions importantes qui sont récentes. Notamment, il y a un dispositif du côté du public qui s'appelle phare sur le harcèlement, mais peut-être justement avec une entrée violence sexuelle insuffisante. Et puis la question qui est quand même très difficile à poser, c'est la question de l'inceste. Oui. Parce que quand on dit violence sexuelle faite aux enfants, c'est-à-dire aux mineurs, il y en a effectivement beaucoup. Un enfant sur 10 en France aujourd'hui est victime, et 85% de ces violences sont dans la famille. Donc, d'ailleurs, justement, sur ce thème, pardon, je fais une petite parenthèse, mais ça me permet de vous interroger, il y a un problème autour de la reconnaissance des cousins. L'État ne veut pas que les cousins puissent être déclarés comme... Alors, je ne sais pas si l'État ne veut pas que
les autorités en charge de la justice ne souhaitent pas d'évolution du code pénal pour l'instant sur cette question. Alors que les cousins sont... Alors que si vous voulez, c'est vrai que le cousinage pose un grand problème et qu'il y a eu de ce point de vue-là des évolutions historiques importantes. Quand on regarde le 19e siècle, on ne badine pas avec l'amour de quoi il est question. Le mariage finalement ne va pas avoir lieu. De Perdiccas et de Camille, il est quand même question du mariage entre un cousin et une cousine. Oui. Et effectivement, parce que elle refuse les choses, le mariage n'a pas lieu, mais au fond, des mariages avaient lieu entre cousins. Donc ça, c'est quelque chose, et c'est ça aussi la force de la Civise. Effectivement, pour l'instant, le gouvernement dit non, on n'a pas en vue une évolution du code pénal. La Civise dit il faut néanmoins y penser. Et nous, à la Civise, c'est comme la question de l'imprescriptibilité. Exactement. Voilà, oui. C'est aussi une question là-dessus. Le gouvernement dit, sans doute parce qu'il a d'autres choses à faire, et puis parce que ça pose un vrai problème. Aujourd'hui, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Mais vous avez vu que récemment, justement, pour le cas de certaines violences scolaires, il y a eu des plaintes posées par les victimes dans le champ du crime contre l'humanité, justement pour que cette question-là puisse être posée. Donc la Civise est loyale, je dirais, à l'égard du gouvernement qui l'a nommé et qui lui donne les moyens de fonctionner. Petite parenthèse, pas beaucoup de moyens, il y a seulement 2 équivalents temps plein à la Civise, le reste c'est du bénévolat. Vous êtes bénévole? Absolument, c'est du temps pris, c'est du temps pris en plus du temps de travail. Il n'y a aucune rémunération, il y a des défraiements parfois, parfois pas. Mais en tout cas, tous les membres de la Civise sont des membres bénévoles. Et pour revenir à votre question sur les travaux de la Civise, il y a effectivement l'idée que la Civise peut être un lieu de réflexion, peut-être aussi une sorte de poil à gratter, vous voyez, gouvernemental, c'est-à-dire être le lieu où on continue à poser des questions, même si ces questions ne sont pas dans le court terme du gouvernement, n'empêche qu'elles sont là, n'empêche qu'on peut se les poser, et on peut aussi prendre le temps, justement parce qu'elles sont complexes, de voir où est le pour, où est le contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et de faire des hypothèses. C'est ça l'intérêt de la Civise, d'autant qu'à la Civise, il y a une vous voyez, la Civise, c'est un lieu de croisement des expériences et des expertises. Il y a des associations de victimes, vous avez des policiers, vous avez des magistrats, vous avez l'éducation nationale, vous avez les médecins, etc. Et tout ça, au fond, il n'y a pas tellement d'endroits. Aujourd'hui, si vous parliez de l'État, il n'y a pas tellement d'endroits dans l'appareil d'État où il peut y avoir cette espèce de croisement. C'est pas du tout. Et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a son expérience ou son expertise, mais tout le monde a aussi ses doutes, ses inquiétudes, pas forcément les mêmes. On n'est pas tous d'accord, mais aussi on n'est parfois pas d'accord avec soi-même. Et l'important, c'est de pouvoir avoir un lieu où on peut justement, où on a le temps de penser contre soi-même. De penser contre soi-même, de penser avec les autres, et pas du tout forcément contre les autres, penser grâce aux autres, c'est ça la Civise. Si on revient à l'école, vous demandez donc la mise en œuvre effective de l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires, alors même qu'elle fait énormément débat. Oh, elle fait énormément débat. Elle a fait débat. Il y a beaucoup d'associations en tout cas et de lobbies qui s'y sont opposés. Il y a quelques associations minoritaires qui s'y sont opposées avec une puissance, on va dire, de réseaux sociaux assez forte. Médiatique assez forte. Mais disons bien les choses. Il y a quand même eu 18 mois de travail, 1 an sur le projet, 6 mois de mise en discussion publique du projet, de la réécriture, des ajustements, un projet en mars 24, un autre projet à l'automne 24, et finalement un vote au Conseil supérieur de l'éducation en janvier de cette année, avec aucune voix contre, 7 abstentions, 60 voix pour. Si vous avez vu ça dans l'histoire scolaire de notre pays, dites-moi quand. Ça veut dire que... Ceux qui râlent diront que les abstentions posent problème. Non, les abstentions correspondent d'abord à des mandats qui ont été donnés à certaines organisations. Les abstentions sont à considérer, je dirais, avec gravité, sérieux. Elles peuvent correspondre à un certain nombre d'inquiétudes. Et notamment, il y a, vous y avez fait allusion, il y a l'inquiétude effectivement de certaines familles qui se demandent, on va dire, comment est-ce que leur propre position va entrer en complémentarité avec celle de l'école. Il y a même
quelques familles, mais pas beaucoup, qui considèrent que l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, c'est l'affaire exclusive des familles. Donc cette position-là, effectivement, n'est pas la position majoritaire. Je dirais que ça n'est pas la position républicaine, puisque dans le contrat républicain, et depuis la Troisième République, c'est quelque chose qui est à la base de l'école républicaine, il y a cette idée que famille et école sont complémentaires, et le programme tel qu'il a été finalement voté dit à la fois le droit des familles à être informées des objectifs généraux de l'apprentissage et le droit des professeurs ou des équipes pédagogiques à inventer les moyens qui leur semblent légitimes. Évidemment, il faudrait qu'il y ait des réunions, je dirais, d'information ou des inquiétudes qui sont légitimes. Moi, je fais la différence entre des inquiétudes tout à fait légitimes mais, et qui appellent la lecture du programme. Quand on lit le programme, et ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans les fake news actuels de certains réseaux, on s'aperçoit que la notion de sexualité, il n'est pas question d'en parler en maternelle, il n'est même pas question d'en parler dans le premier degré. On l'introduit au niveau du collège. Mais donc il faut qu'il y ait... on fait la différence entre des inquiétudes légitimes et puis une désinformation qui est, pardonnez-moi, mais qui est malhonnête en réalité. Et nous faisons des réunions en ce moment. Moi, j'étais l'autre jour à Marseille. On a fait des réunions avec des familles, avec des mères d'élèves. Il y avait un père d'élèves. On pourrait dire aussi qu'il faut peut-être que les pères soient un peu plus présents dans la réunion de parents. Mais il y avait des mères de famille légitimement inquiètes, mais qui étaient simplement sous le coup de ce qu'elles avaient vu, sur les réseaux. Et on a pris le temps de dire, mais regardez ce qu'il y a dans le programme. Dans le programme, il y a des choses qui sont ajustées à l'âge des élèves. Il n'est pas question de sexualiser de manière précoce. En revanche, aux élèves de maternelle, on peut, le programme, c'est vivre et grandir avec son corps, entrer en relation avec les autres, c'est s'orienter dans la société, y être libre et responsable. Avec les plus jeunes élèves, qui sont déjà extrêmement intelligents, extrêmement sensibles, il y a à travailler sur la question des sensations, la question des sentiments. Il faut apprendre, et il faut apprendre les mots. Comment vous voulez qu'un enfant dise qu'on lui a fait violence s'il ne peut pas désigner précisément la partie de son corps qui a été impactée par la violence. Et donc, il faut bien, et l'école est là pour ça, on ne va pas dire zizi et zézette à l'infini, si vous voulez. L'école est là, avec toute la mesure justement de la progressivité. L'école est là pour apprendre, par exemple, les organes sexuels, c'est le CM2. Mais avant, il faut bien trouver la manière, il faut trouver le moyen pour que les enfants puissent aussi dire, vous voyez, pour qu'ils puissent dire aussi leurs propres sensations, leurs propres émotions et leur propre malaise. Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui ne va pas de soi. Qu'est-ce que c'est qu'une situation de... Alors, je vous propose d'aller vite parce que malheureusement, on est presque à la fin de cette superbe interview. C'est très passionnant, mais il faut qu'on avance, surtout pour découvrir quelles sont les préconisations de la Civise en termes d'éducation nationale à l'école. Qu'est-ce qu'il y a en plus de ce que nous venons de dire qui est important pour vous? Alors, ce qu'on appelle une culture de la vigilance, si vous voulez, c'est l'idée que, au fond, à la fois au niveau national, sans doute aussi au niveau académique, mais dans chaque établissement, il faut se poser la question, il faut se poser, je dirais, 4 ou 5 grandes questions. La question de la prévention, et ça, on a la réponse par le programme et par l'instruction, etc. Il faut se poser une question de prévention, il faut se poser une question de repérage, il faut se poser une question de signalement, il faut se poser une question de suivi des signalements, il faut se poser une question de remédiation ou de réparation, etc. Que chaque équipe, on va dire, vous voyez, que chaque équipe pédagogique se dise au fond, et pas forcément avec les mêmes solutions partout, se dise... Parce que vous n'avez pas cité la sanction à la fin. La sanction pour qui? La sanction pour celui qui est auteur de ces violences, que ce soit la famille, que ce soit un enseignant, que ce soit... Il y a deux choses. Il y a effectivement, mais ça dépend des situations, si vous voulez. À partir du moment où il y a un signalement à la justice, et dans les cas les plus graves, il faut qu'il y ait un signalement à la justice, ça s'appelle un article 40. Et à la fois, les professionnels en ont la responsabilité, et puis les chefs d'établissement en ont aussi la responsabilité. C'est notre obligation aussi de citoyen de ne pas laisser les choses dans le silence. Mais on ne va pas faire un article 40 dans toutes les situations. Donc la sanction, elle est extrêmement importante. Mais
avec la sanction, ce qui est aussi important, c'est la prise en charge. On pense aux victimes, mais il faut aussi penser aux agresseurs. On peut avoir l'impression parfois que certains enseignants ne sont pas sanctionnés, c'est-à-dire qu'on les déplace. Ils sont problématiques, ils ont frappé une élève ou ils les ont touchés, peu importe, et on les déplace ailleurs au lieu de dire mais non, en fait, maintenant, vous ne toucherez plus à des enfants. C'est arrivé. Alors, d'abord, il faut que personne n'est au-dessus des lois, sauf des tyrans. Donc, il faut que la justice passe. Il faut qu'elle soit plus dure ? Il faut que la justice soit juste. Parfois, il faut qu'elle soit sévère. Moi, je dirais qu'au vu actuel, non, il y a des sanctions dans l'éducation nationale qui sont dures. Enfin, vous voyez, le dispositif est là. Mais ce qu'on appelle culture de la vigilance, si vous voulez, c'est quelque chose qui doit passer de manière plus générale dans la conscience de chacun et il faut marcher sur deux pieds. Il y a la question, je dirais, de l'ordinaire, de la manière dont on y pense, dont on fait attention. L'attention qu'on porte au visage d'un élève qui, aujourd'hui, il n'a pas l'air d'aller très bien. D'habitude, il n'est pas triste, puis là, il est triste. Qu'est-ce qui se passe ? Et il peut se passer des choses, soit à l'école, soit dans la famille. Et puis, il y a, qu'est-ce qu'on fait dans les situations dramatiques où un élève va aller voir son maître ou sa maîtresse, va dire « maître ou maîtresse », avec ces mots, il arrive quelque chose. Parfois, c'est un animateur sportif, parfois, c'est une sortie scolaire. Et donc, à ce moment-là, et ça, pour l'instant, et ça, c'est dans les préconisations de la Civise, les professionnels ne sont pas suffisamment formés pour ces situations d'urgence. Un petit peu, si vous voulez, comme il y a des gestes de premier secours dans l'espace public, quand quelqu'un s'évanouit, etc. Il faut que chacun dispose, c'est pas très compliqué, c'est pas très coûteux, en lui-même, pour lui-même, avec ses collègues, de cette capacité de réagir aux situations les plus dramatiques lorsqu'elles ont lieu, même si on ne doit pas tout dramatiser, parce que la sexualité, la vie affective et relationnelle, c'est aussi des choses heureuses. Alors, en quelques mots, parce que malheureusement, notre entretien touche à sa fin, vraiment, très rapidement, qu'est-ce que vous aimeriez que nos téléspectateurs retiennent de votre travail à la Civise pour le bien de nos enfants à l'école ? En quelques mots, rapidement. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que cette question est l'affaire. La Civise est là, au service, je dirais, du public, au service du pays, au service des victimes et des jeunes victimes en premier, c'est l'obligation. Mais je pense que ce que la Civise peut réfléchir et préconiser, ça ne peut pas réussir si ça ne devient pas une œuvre collective, y compris avec les jeunes. Donc ce que je voudrais qu'on retienne aussi, c'est qu'il faut que nous apprenions dans les institutions et hors des institutions à écouter davantage les jeunes et à faire attention à eux, par exemple, peut-être parfois fermer les écrans de télévision à l'intérieur de la famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Franck Burba. Je rappelle que vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, copilote du projet de programme éducation à la sexualité au Conseil supérieur des programmes et membre donc de la Civise. Un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Chers amis, on marque une courte pause, on se retrouve tout de suite dans le grand JT de l'éducation. De retour dans le grand JT de l'éducation pour vous présenter un écrin de vivre ensemble. Ça se passe en Corrèze et c'est un lieu intergénérationnel depuis 5 ans qui permet à des personnes âgées ainsi qu'à des jeunes de l'aide sociale à l'enfance d'évoluer les uns aux côtés des autres et de s'apporter mutuellement du soutien, de l'attention, de la tendresse, de la bonne humeur, entre autres. On va en parler avec la directrice générale de l'IVE, ce lieu intergénérationnel de vie ensemble. C'est ça que ça veut dire, l'IVE. Florence Saint-Marcoux est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Et à vos côtés, une des jeunes qui habite dans ce lieu un petit peu hors du commun, Naïma Eriché. Bonsoir. Bonsoir. Naïma, vous avez 14 ans et vous allez nous raconter un petit peu votre quotidien. Florence, d'abord, pour commencer, vous avez travaillé, vous, dans la protection de l'enfance pendant 20 ans. Quels ont été les constats qui vous ont amené à imaginer cette idée et à la rendre réelle ? Alors, vous êtes gentil, ça fait 30 ans que je travaille en protection de l'enfance, effectivement. Donc, est arrivé à un moment donné de ma carrière où je me suis dit, il faut imaginer un lieu de vie qui permette aux jeunes d'évoluer dans des conditions plus favorables et plus individualisées. Donc, à l'époque, j'étais responsable d'un lieu de vie dans le Maine-et-Loire et j'accueillais ma grand-mère qui avait 94 ans. L'idée de l'intergénérationnel, elle est née à cette époque-là où je voyais des jeunes très en difficulté qui, au contact des seniors, faisaient attention à leur manière de parler,
parler, à leurs gestes. Et puis, je voyais ma grand-mère qui, elle, conservait ses compétences au contact de ses plus jeunes. Donc, l'intergénérationnel est né de là. Aujourd'hui, sur la commune de Bonnefond, nous avons 3 maisons intergénérationnelles qui permettent de concrétiser ce projet. Pour qu'on se rende bien compte, la réalité évidemment des seniors, on la connaît, celle des enfants de l'ASE peut-être un petit peu moins. De quoi ont-ils besoin finalement pour, j'ai envie de dire, se socialiser, conquérir leur réussite, leur vie, leur projet ? Alors, ils ont surtout besoin de ne pas être enfermés dans des cases, c'est-à-dire, on parle souvent des jeunes de la protection de l'enfance, mais c'est des jeunes lambda comme les autres qui ont besoin peut-être de plus d'attention pour pouvoir se développer et grandir comme il faut, mais ce sont des jeunes comme les autres. Au travers du village de Bonnefond, ils recréent une vie de village avec l'idée qu'il faut un village pour éduquer un enfant, et au contact des seniors, ils ont l'impression de gagner en compétences mine de rien. Quand on parle avec un jeune, avec un senior du village, on fait attention à son vocabulaire, donc on gagne en compétences et on prend soin du senior, et le senior réciproquement prend soin de nos jeunes. Naïma, quand elle traverse le village, c'est Naïma, c'est pas une jeune de la protection de l'enfance. Et le plus beau compliment qu'on peut nous dire, c'est que finalement les jeunes de Live sont des jeunes bien élevés. Pourquoi la Corrèze particulièrement? Est-ce que c'était une problématique foncière, je dirais? C'est plus simple d'avoir des bâtiments qui peuvent accueillir autant de monde dans cette région-là? C'est ça. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en zone rurale et aussi en zone urbaine. Et c'est vrai que le pari de la ruralité permet quand même de poser ses enfants un peu loin des tentations. La Corrèze, j'y étais chef de service pendant longtemps. Et puis, le schéma départemental de protection de l'enfance a fait un appel d'offres sur la création de lieux de vie auxquels on a répondu. Mais c'est vrai que la ruralité, ça donne ce côté encore vie familiale, vie de village, qui permet à ces jeunes d'avoir ce plus un petit peu éloigné des tentations. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe au quotidien. Chacun a sa chambre, il y a des roulements pour les tâches ménagères, qui va faire les courses, voilà, comment ça se articule? Alors moi je vais juste préciser le cadre et puis peut-être Naïma l'imagera. C'est vrai que l'intergénérationnel ne doit pas être une cocotte minute, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas être au même endroit tout le temps. Donc nous avons 3 maisons sur le village, une maison pour les plus jeunes, une maison pour les ados et une maison pour les seniors. Et c'est au sein de la maison pour les seniors que nous avons les espaces collectifs, au travers notamment d'un café des sympathisants, où nous pouvons aussi être ouverts sur l'extérieur avec des gens du village qui viennent boire un café ou qui viennent partager un repas. Voilà sur le cadre. Justement, Naïma, racontez-nous un petit peu quels bénéfices vous trouvez au quotidien d'être dans cette structure un petit peu hors du commun, comme je le disais. Hors du commun, c'est que déjà, on n'a pas nos téléphones. On a accès à un ordinateur pour travailler pour le collège, mais on est loin des réseaux sociaux aussi. Donc, et puis on apprend à être plus proche des seniors. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a un volet autonome qui peut-être est important pour vous aussi. On vous fait confiance, on vous reconnaît, on sait qui vous êtes et vous êtes importante dans le schéma de cette communauté-là. Est-ce que c'est ça aussi qui vous plaît? Oui, aussi. On apprend l'autonomie, on fait nos tâches. Ensuite, après avoir fait nos tâches, ça dépend. On donne en autonomie, donc on dit à l'éducatrice j'ai fait mon ménage, et ils nous disent d'accord, je te crois, c'est bon, on sait qu'on peut te faire confiance. Donc la confiance, c'est donnant. On sait que si tu fais n'importe quoi, la confiance elle ne peut pas être là, alors que si tu es irréprochable, on sait que la confiance elle est là, mais on vérifie quand même un tout petit peu plus. Quel type de rapport vous avez noué avec les personnes âgées que vous rencontrez, et même au sein du village? Est-ce que vous avez des amis qui ont, je sais pas moi, 80, 90 ans, avec qui vous aimez échanger? Oui, j'ai Loulette qui vient le mercredi et le mardi pour se reposer, et avec qui on parle de tout, sans jugement. Du coup, c'est bien.
Florence, de quelle manière vous arrivez à faire cohabiter toutes ces générations qui finalement ont un petit peu rien en commun? J'imagine que ça doit être Charles Trenet d'un côté, SCH de l'autre. Du coup, il faut faire parler ces gens ensemble. De quelle manière vous arrivez à créer la fusion? Eh bien, en fait, ça se fait relativement bien. Alors, on est beaucoup porté sur tout ce qui est cuisine, le bien manger, le bien vivre ensemble. Donc, tout ce qui est convivial, ça fonctionne très bien. Naïma a parlé de Loulette. Il y a aussi Lucette qui est la championne des gâteaux. Donc, au travers d'une recette de gâteau, eh ben, la synergie, elle se fait assez facilement. C'est vrai que comment ça cohabite? Finalement, ça cohabite relativement bien. Les discussions, alors, on a un cantou où on fait des discussions philosophiques, par exemple, et c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas tant de distance que ça entre des seniors et des jeunes, parce que quand on se pose la question de savoir c'est quoi un homme bien, eh bien finalement les discussions elles sont assez fluides et franchement enrichissantes des deux côtés. Il n'y a pas. Alors ça, c'est jouable parce qu'ils ont aussi chacun leur maison différente. Et quand Naïma, elle a envie d'écouter sa musique à fond dans sa maison, elle n'est pas au contact des seniors et ils n'ont pas besoin d'écouter le rap et tout ça. Il y a des espaces très séparés, mais quand on est sur un espace partagé, c'est assez fluide et assez serein en fait. Pour les seniors, parce qu'on a parlé des jeunes, mais pour les seniors, évidemment, surtout dans une région qui est un petit peu enclavée, qu'est la Corrèze, j'imagine que le bénéfice pour eux est immense d'avoir avec eux tous les jours des gens à qui parler, des gens avec qui faire des choses. Il y a un lien social très important là. Tout à fait, on est très axé sur la revitalisation du territoire, évidemment, avec le café des sympathisants ouvert sur l'extérieur. Donc au début, beaucoup sur le village. Et puis maintenant, il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin. Et en période estivale, par exemple, il y a les randonneurs aussi, avec qui on a beaucoup de contacts. On est aussi beaucoup ouvert sur les associations du territoire, avec une programmation culturelle, une programmation sportive. Mais c'est vrai que les seniors, les plus proches, ont beaucoup de plaisir à revenir dans en plus un lieu qui était l'ancien hôtel-restaurant du village. Donc on a gardé l'essentiel de la structure et on l'a modernisé sur d'autres points, mais le bar est toujours au même endroit, donc les anciens y retrouvent quand même leurs souvenirs d'enfance. Naïma, je suppose que ce qui est important aussi un petit peu pour vous, c'est de sortir des stéréotypes qu'on peut avoir sur les jeunes de l'ASE, c'est-à-dire peut-être des enfants ou adolescents à problème, délinquants. Vous, du coup, vous voulez montrer que ce n'est pas ça. Oui, c'est tout à fait ça. Quand on va en extérieur, par exemple, faire une activité, on va pas aller, je sais pas, casser quelque chose. Non, on va plutôt essayer d'écouter ce que les gens ont à dire et après nous poser des questions ou être, on peut pas dire irréprochable. Ça arrive que ça dérape et que mais personne n'est irréprochable. Et qu'on rigole assez fort comme des dindes. Tout le monde le fait. J'ai envie un peu de vous dire effectivement comme Florence. À l'adolescence, on rigole tous comme des dindes et on n'est jamais irréprochable. Donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, j'ai un bel exemple de ce matin, par exemple, où le doyen du village, qui a 92 ans, essayait de rentrer son bois. Et il était en difficulté. Et spontanément, j'ai mes jeunes qui ont été le voir et qui lui ont dit « Roger, on vous aide à ranger votre bois ». Et hop, le bois s'est rangé comme ça entre Roger de 92 ans et mes jeunes qui sont des ados. Et c'est vraiment chouette de voir que des ados donnent un coup de main à un senior sans se poser de questions, en fait. Mais justement, Naïma, ça c'est quelque chose d'important. On vous apprend à la fois l'esprit d'initiative, l'entraide, mais il y a aussi du jardinage, du bricolage, de la cuisine. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de toucher à des matières ou en tout cas à des domaines qui peuvent vous influencer pour la suite, pour votre vie professionnelle peut-être? Oui. Par exemple, je connais deux jeunes ou 3 jeunes de live aussi qui être au contact avec les seniors, ça leur a donné une voie pour aller. Par exemple, j'ai une amie à moi, une autre jeune, Caroline, qui elle était dans son monde du cheval et qui a finalement décidé de faire travailler avec les personnes âgées. Et là elle travaille pas, mais elle va à l'EHPAD
et fait des stages de 1 mois ou 2 et puis ça suscite des vocations. C'est vrai qu'on a certains de nos jeunes qui se lancent dans des formations pour pouvoir s'occuper de seniors. C'était pas le but initial, hein, mais c'est vrai qu'il y a Caroline, il y a Chana, il y a un certain nombre de jeunes qui ont ce projet professionnel là maintenant. Oui. Ouais. Florence, de quelle manière vous arrivez à produire entre guillemets tout ça, c'est-à-dire à le financer? Qui vous aide? Est-ce que vous êtes autonome? Comment ça se passe? Alors, pour tout ce qui concerne la protection de l'enfance, le département est chef de file, donc c'est notre financeur, c'est lui qui nous finance, tant de jeunes accueillis, tant de financement du conseil départemental des jeunes accueillis. Pour les seniors, le coût de l'accueil est entièrement à la charge du senior parce que dans notre habilitation initiale, nous n'avons pas eu l'aide sociale. Donc, nous sommes actuellement en renégociation auprès du département pour avoir l'aide sociale pour que des gens qui ont des ressources plus modestes puissent bénéficier de nos services. Et puis après, pour tout ce qui est l'ouverture sur l'extérieur, on fait des comités de pilotage avec nos jeunes. Par exemple, là, on travaille l'autonomie en zone rurale. Donc, on a des mobylettes et des scooters et on va faire un road trip cet été. Donc, on fait des comités de pilotage et on recherche des subventions et des financements. Concrètement, ils peuvent aller vendre sur des marchés ou faire tout un tas d'activités pour faire entrer un petit peu de sous pour leurs activités. Mais quel est l'objectif? Est-ce que vous allez construire une nouvelle maison? Parce que je suppose que les jeunes restent quand même plusieurs années, les personnes âgées aussi. Donc il n'y a peut-être pas un roulement voilà, qui permette, pourquoi pas, de faire une autre maison? Alors, on a d'autres projets, effectivement. Là, on est en train de réfléchir à une maison ressources, une maison mère ressources pour travailler peut-être davantage avec les parents aussi, pouvoir proposer des accueils parents-enfants, notamment quand les enfants sont amenés à rentrer dans leur famille pour que ça puisse se faire plus en douceur. Et puis, on n'oublie jamais qu'on forme les citoyens de demain, nous. Donc, on les met effectivement dans une dynamique d'autonomie pour le jour où ils quittent Live. Soit ils retournent chez leurs parents, soit ils deviennent autonomes et sont équipés au maximum pour devenir des parents demain suffisamment cohérents. Quels sont justement les grands événements là, qui vont rythmer la vie de Live? Alors je disais Live tout à l'heure comme un boomer, mais enfin c'est American, donc on va dire Live, je vous entends le dire depuis tout à l'heure. Mais c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Mais du coup, quels sont les grands événements qui vous attendent là, dans les mois et années à venir? Alors, donc cet été, qu'est-ce qu'on fait déjà? On fait un road trip en moto et en scooter pour ceux qui ont le BSR moto et scooter. On prévoit, enfin, les éducateurs et l'association Live prévoient un gros séjour. Et après, les sorties au lac, plusieurs activités, le feu d'artifice. Voilà, là, on est sur la période estivale, effectivement, à savoir que c'est nos jeunes qui calent leur période estivale. Ils font un comité de pilotage et ils alternent entre les activités gratuites comme les baignades au lac et puis les activités plus onéreuses avec des recherches de financement idoines, effectivement, pour pouvoir les mettre en place. Donc là, on est sur la période estivale. On est sur l'orientation pour les enfants là en période de rentrée scolaire et puis sur des projets d'essaimage effectivement avec d'autres projets Live peut-être dans d'autres départements et la maison ressources. Merci beaucoup Florence Saint-Marcoux, directrice générale de Live, qui veut dire lieu intergénérationnel de vie ensemble, d'avoir été avec nous. Puis merci beaucoup Naïma également, qui expérimente donc la vie auprès des personnes âgées. Merci à toutes les deux. Tout de suite les amis, c'est le meilleur de School TV, vous connaissez ce rendez-vous, ça s'appelle le Zap. C'est quoi le concept et comment ce concours a évolué en 16 années? J'imagine qu'il a pas mal évolué. Alors, le concept, c'est de mettre à l'honneur et de mettre en lumière les élèves qui sont dans des parcours scientifiques et technologiques. Hein. Donc, filière générale, spécialité sciences de l'ingénieur, filière technologique, STI, 2D, bien entendu. Des filières qui sont parfois un petit peu oubliées. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'ils ont des capacités de faire de grandes choses, de réaliser des projets concrets répondant à des problématiques particulières. D'accord. Donc l'idée du concours, c'est qu'ils ont, pendant l'année, ils développent un projet qui est dans le programme de l'éducation nationale. Et à la suite de ce projet. C'est dès le début de l'année, monsieur Le Maurice? Tout dépend des enseignants. D'accord. On peut commencer dès le début de l'année. Alors sachez que les premières, donc les élèves de première n'ont que 12 heures de projet dans l'année. C'est très peu. Les élèves de terminale ont 40 heures de projet. Donc l'enseignant commence quand il a envie. C'est une façon aussi de motiver les élèves. Hein. Le projet, toucher les problématiques, ça motive les élèves. Donc beaucoup d'enseignants font bien plus que 12 heures.
en première. Vous vous adressez à des gens aussi qui, a priori, ont déjà eu une vocation, des enseignants, à travers le programme Professeurs en entreprise, qui permet donc aux enseignants de découvrir concrètement des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément, et puis les enjeux d'une entreprise autre que celle d'une école, qui est aussi dans son fonctionnement, qui se rapproche d'une entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est de les sensibiliser, sans les élèves, si j'ai bien compris, au monde, à l'univers professionnel? C'est ça, exactement. En fait, c'est de leur permettre d'avoir un espace entre pairs aussi, sans les élèves, pour qu'ils soient vraiment, on va dire, concentrés sur les sujets et pas forcément là pour surveiller les élèves. Bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir des espaces privilégiés pour eux. En fait, ils viennent sur une journée, une demi-journée, et ils viennent échanger sur plusieurs sujets avec les entreprises. Donc il va y avoir différents objectifs de cette demi-journée ou de cette journée. Ça va être déjà de rencontrer le monde de l'entreprise de manière générale, sans forcément déjà parler des sciences. Ensuite, ça va être de découvrir justement ce monde scientifique, technique ou numérique. Et ensuite, ça va leur permettre d'avoir des exemples concrets. Ensuite, pour les appliquer en cours, par exemple, s'ils visitent une centrale nucléaire, bon, même si voilà, un prof de physique sait comment ça fonctionne, il va avoir davantage de détails en fait, sur vraiment comment ça s'articule à l'intérieur et aussi les différents services qui peuvent être autour de toute cette vie d'usine, par exemple. Jean-Louis Tripp, il y a encore quelque chose qui m'a frappé concernant les questions d'éducation, parce que je l'ai aussi lu avec ce prisme-là, votre bande dessinée. Quelque chose qu'on retrouve aussi dans la très belle enquête de Virginie Linhart, Le jour où mon père s'est tu, quand elle parle des enfants de 68, c'est l'attachement, et vous en avez un peu parlé, à la méritocratie scolaire, dans ce que ça de plus classique. On fait de l'allemand, du grec, du latin, on ne va pas transiger là-dessus. Oui, hyper classique, quoi. Vraiment, pour moi, ça a été assez pénible parce que, après, ça m'a servi aussi. Oui, pour le russe, ça vous a servi. mais en fait, moi, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que à l'entrée en 4e, dans mon village, il y avait un collège. On habitait au collège d'ailleurs. Il y avait un collège donc qui allait jusqu'à la 3e. Mais à partir de la 5e, après la 5e, la sortie de la 5e, l'entrée en 4e, il y avait la seconde langue. Et là, dans ce collège-là, il n'y avait que l'espagnol et il n'y avait pas de latin. C'était un petit collège. Et moi, là, c'était hors de question. Moi, j'aurais préféré faire de l'espagnol, de loin, mais non, c'était les bons élèves, c'était le cas, vont faire de l'allemand et du latin parce que c'est les langues des philosophes. Oui, c'est ça le truc. Donc on pouvait à la fois être communiste révolutionnaire et très attaché à la méritocratie. Donc voilà, alors j'ai dû partir en Montauban et me taper. Alors en fait, ce qui est ridicule, c'est qu'aujourd'hui, il me reste pratiquement rien de l'allemand. Le latin, ça m'a pas vraiment fait si pour l'étymologie, mais enfin, je veux dire, bon, voilà. Alors que l'espagnol me serait très utile aujourd'hui. On parlait de tous ces projets, de ces 65 finalistes. Quels sont les critères en termes d'originalité, d'innovation? Comment vous allez juger tous ces ingés en herbe? Ces ingés en herbe. Et qui compose le jury? Le but, voilà, c'est ça, c'est qui compose le jury. Le jury est composé autour de 3 à 4 personnes. Ces 3 à 4 personnes, c'est un enseignant de classe préparatoire, pour la partie technique, on va dire. C'est un industriel, pour la partie innovation. Et c'est une personne qui n'est pas du tout du monde académique. Donc ça peut être une directrice de communication, ça peut être une RH d'une grande entreprise qui viennent, ou d'autres personnes, ou des institutions. Et l'idée, c'est que ces 3 personnes-là ont des regards différents sur la notion d'innovation. Donc ça donne déjà lieu à beaucoup de débats lorsqu'il faut mettre une note, lorsqu'il faut juger un projet. Ce que c'est que l'innovation pour un prof de prépa ou que c'est que l'innovation pour un RH ou une RH, c'est différent. Donc à partir de ça, ils ont une grille d'évaluation, une grille de compétences à remplir, et ils peuvent noter les élèves. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui justement de rapprocher l'école de l'entreprise? Est-ce que vous avez du mal à la fois à trouver peut-être des enseignants ou des entreprises qui sont prêtes à accueillir ces enseignants? Effectivement, c'est un peu le défi de tous les jours. Avoir des entreprises qui donnent du temps, mais aussi de l'argent pour pouvoir organiser ça, c'est compliqué. C'est pas l'envie qui manque, c'est vraiment les moyens. Mais une fois qu'on arrive à les avoir, c'est vraiment des moments qui sont géniaux. Donc souvent, ils réitèrent les années d'après. Donc vous contactez les enseignants, si j'ai bien compris, parce que pour celles et ceux qui peut-être nous regardent, qui sont enseignants et qui se disent mais ça c'est génial, comment je peux, au-delà du nom de votre fondation, comment je peux y participer? Comment ça se passe? Ouais, donc on a voilà, la partie recrutement des entreprises, mais aussi la partie ensuite dans un second temps recrutement des enseignants. Donc en fait on a un accord cadre avec l'Éducation nationale depuis 2011, donc ce qui nous aide vraiment à pouvoir trouver
trouver des professeurs. Donc en fait, on a plusieurs canaux. Déjà, on a les professeurs qu'on a déjà dans notre base de données. On a une plateforme en fait qui s'appelle C'est Génial Connect, on pourra en parler après. Donc on a notre base de données. Ensuite, on a les professeurs de l'éducation nationale qui sont contactés par nos relais au niveau des rectorats. Donc on a des contacts dans chaque rectorat qui nous aident, qui nous accompagnent. On envoie aussi aux chefs d'établissement. Voilà, on essaye de multiplier les canaux pour pouvoir les contacter et qu'ils viennent. En fait, c'est Pline l'Ancien, donc qui est un historien du 1er siècle après Jésus-Christ, qui raconte que les athlètes grecs et romains, pour courir plus vite, eh bien, essayaient de diminuer le volume de leur rate. Et donc, pour ça, ils buvaient des décoctions de plantes pendant 3 jours, parce qu'il y avait cette croyance que plus la rate avait fondu, eh bien, plus ils courraient vite. Et alors, ça a un peu causé des ravages dans la population canine, cette histoire, parce que des hommes s'en sont emparés au XVIIe et au XVIIIe siècle, et on dit, ah ben, c'est une très bonne idée, allez, on va dérater les chiens. Et donc, on retirait cet organe aux chiens. Alors que c'est quand même un organe qui est important, puisque c'est important pour l'immunité et puis pour le renouvellement des cellules. Et c'est pas du tout, comme pensait Baudelaire, l'organe du spleen. Et donc voilà, on enlevait la rate des chiens. Et donc l'expression est restée. Donc courir comme un dératé, c'est courir très vite parce qu'on n'a plus sa rate. Voilà, c'est la fin de ce grand JT de l'éducation. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci Adrien. Merci Loïc. Pour tous les fans d'Adrien, évidemment, vous serez là mercredi prochain. Oui, je suis abonné à mercredi. Voilà, il va falloir attendre toute une semaine pour le retrouver. Je sais, on va encore avoir des mails, des courriers de fans. Mais où est-il? Comment va-t-il? Ne vous inquiétez pas, on va vous donner des nouvelles. À la réalisation aujourd'hui, c'est Alice Pitavi, au son Saïd Mamou, au maquillage Laure Audemont et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. On embrasse évidemment Virginie Guillaume, que vous allez retrouver demain. Bonsoir.